Bonjour à tous ceux qui commencent doucement à nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire et on va parler aujourd'hui d'onboarding. Pour ce faire, du coup, j'accueille avec moi Jean-Michel Demey d'Areas et ainsi que Clément Boquin de Bidiz et moi-même, je suis Charlotte Rambaud, marketing manager chez Bidiz. Ensuite, je vais laisser la parole à Jean-Michel qui va pouvoir se présenter l'entreprise pour ceux qui ne connaissent pas Areas. Et ensuite, on pourra démarrer ce webinaire. Je précise aussi également à tous les participants que vous pourrez poser des questions tout au long de ce webinaire dans l'onglet questions-réponses. On y répondra soit au fur et à mesure du webinaire, selon les sujets, les questions abordées. Et sinon, on prendra un petit temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question pour Jean-Michel, pour Clément, pour moi, par rapport à Bidiz, on fera un plaisir de répondre à ces questions. Donc, Jean-Michel, je te laisse te présenter. Très bien, merci. Donc, Jean-Michel Demey, je suis dans le groupe Areas depuis quelques années maintenant et je m'occupe de la formation digitale, donc dans l'équipe formation. Donc, on est constitué de 5 personnes et voilà, moi, mon travail, il est de coordonner les outils liés à la formation et au digital. Donc, le groupe Areas, peut-être que vous le connaissez, mais probablement que oui, parce que si vous voyagez un peu, vous le connaissez. On est leader sur le marché de la restauration de voyage. Donc, lorsque vous prenez l'avion, par exemple à Roissy-Charles de Gaulle, et que vous vous rendez dans un restaurant, c'est nous. Ou quand vous partez en vacances sur une aire d'autoroute, c'est probablement nous. Dans les gares, pareil. Donc voilà, on a à peu près 150 sites de ce type-là, aussi les Center Parks. À peu près 600, entre 600 et 700 restaurants. En ce moment, on est en train de reprendre pas mal de marchés. Et entre 6 et 8 000 collaborateurs en France, selon les périodes, les saisons. Voilà pour la présentation d'Areas. Super, merci beaucoup. Et du coup, Clément, je te laisse te présenter également. Merci. Bonjour à tous, Clément Boquin. Moi, je suis Customer Success Manager depuis maintenant 3 ans chez Bidiz. Donc, pour simplifier un petit peu ce terme barbare, Customer Success Manager, en gros, mon rôle, c'est d'accompagner tous les clients qui vont rejoindre Bidiz, prendre la solution, comme Jean-Michel a pu le faire, et en fait, de les aider tout simplement à tirer le meilleur parti possible de la plateforme en fonction des besoins qu'ils ont exprimés. Voilà. Pour résumer concrètement un petit peu mon rôle ici. Super, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous l'avez constaté, le thème aujourd'hui, c'est l'onboarding et plus précisément, comment Areas a créé une expérience d'onboarding efficace pour engager ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment, l'onboarding est un aspect essentiel au sein des entreprises pour simplement les premiers pas des nouveaux arrivants dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on va détailler un petit peu ce processus, comment mettre en place un processus d'onboarding qui est efficace et pour tout le long de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Donc du coup, j'ai une première question pour toi, Jean-Michel. Quelle était la problématique initiale d'Areas et quelle est la cible en fait de vos formations? À qui s'adressent vos formations? Alors, il y a plusieurs problématiques. Déjà, une obligation. On est dans un métier où l'hygiène, la sécurité au travail est primordiale pour nos collaborateurs déjà, mais bien sûr pour nos clients. De venir manger chez nous sans être malade, c'est quand même primordial. Donc, on a cette obligation. Et puis, je pense que tout le monde en a assez entendu parler. Le métier de la restauration est un métier qui est vraiment en tension en ce moment en termes de recrutement, de collaborateurs. C'est un métier qui reste, malgré qu'il soit très agréable, difficile d'accès par rapport aux horaires, par rapport à la disponibilité les week-ends, etc. Et donc, on a un turnover assez important. Pour vous donner un ordre d'idée, on perd à peu près 40% de nos effectifs employés polyvalents de restauration sur les 3 premiers mois. Donc, quand on embauche en CDI, et sur ces 40%, c'est presque 70% les 30 premiers jours. Donc là, ça s'est accru depuis la crise du Covid. On a beaucoup de difficultés. Donc, à un moment donné, le onboarding est très important parce que c'est un des outils qui permettrait et qui permet, parce qu'on a des premiers résultats, de fidéliser notre collaborateur à l'entreprise dès son arrivée. Donc, 2 problématiques. 1, la formation qui est vraiment obligatoire dans notre domaine. Et 2, de pouvoir
accueillir, sécuriser, fidéliser notre collaborateur pour qu'il puisse se projeter chez nous et se dire, bah, tiens, je suis tombé dans la boîte qui m'intéresse. Voilà. Ok, super. Ouais, effectivement, c'est un aspect hyper important, même pour nous, quand on arrive dans une nouvelle entreprise. C'est vraiment les premiers pas qui sont importants et qui vont déterminer en fait toute la suite de notre aventure au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger pour les entreprises. Et donc, du coup, quelle est la solution aujourd'hui mise en place par Areas et pour les différentes populations de votre entreprise? Alors nous, aujourd'hui, on s'est vraiment fixé sur les employés polyvalents de restauration qui représentent 80% de nos embauches. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment structurer un parcours d'accueil. On a appelé ça les parcours Talent Starter et Talent Faster. Je vous expliquerai pourquoi il y en a deux. Voilà, ce sont deux parcours qui se mettent immédiatement en place dès l'arrivée du collaborateur. Donc, il y a un parcours qui s'appelle Talent Starter qui est réservé aux CDI, donc aux gens qui normalement restent chez nous pour un bon moment. C'est un parcours qui fait un peu plus de 150 heures de formation parce qu'il peut arriver sur un CQP, sur une reconnaissance donc des compétences du collaborateur. Et on a un deuxième parcours qui, lui, est réservé au CDD, parce que vous avez compris que la restauration, il y a des saisons, etc. Donc, on fait aussi appel beaucoup à des CDD, qu'on a appelé Talent Faster. Et alors là, c'est un parcours qui est beaucoup plus court et d'ailleurs qui se passe sur Biddies, donc on a renommé chez nous Play to Learn, où en 1h30, 1h45, les notions clés de notre métier sont diffusées. Donc voilà, on a mis en place ces deux parcours. Ça fait, on a lancé ça en octobre. Enfin, le parcours Talent Faster pour les CDD, c'était la saison dernière. Et pour les CDI, le Talent Starter, c'est depuis le mois d'octobre. On obtient de premiers résultats. Ok, super. Du coup, merci pour cette mise en situation, mise en contexte par rapport à Areas, les problématiques et la solution aujourd'hui apportée. Moi, je vais m'adresser maintenant à Clément, côté projet. Quels étaient les challenges à relever pour Biddies au niveau de l'accompagnement d'Areas et de la mise en place de ce programme d'onboarding? Ouais. Alors, bien évidemment, chaque projet qui vient sur Biddies a ses propres spécificités, bien sûr, ses propres complexités, ses situations qui ne sont bien à elles et qu'il nous faut à chaque fois, on va dire, traiter. En l'occurrence, et Jean-Michel, tu m'arrêtes à tout moment, bien sûr, hein, mais on avait identifié plusieurs éléments au départ. L'un des premiers éléments qui est assez récurrent au final quand on arrive sur une solution un petit peu novatrice, comme peut l'être Biddies, c'est justement ce côté novateur n'est pas forcément encore ancré dans les habitudes des personnes qui vont l'utiliser. Et qu'on parle à la fois on va dire des administrateurs ou du côté utilisateur final, il y a toujours un petit moment quand même où il faut accompagner une certaine forme de changement, puisqu'en fait, on arrive sur un outil qui est nouveau, dont les gens n'ont pas forcément, encore une fois, l'habitude de l'utiliser, et ça peut immédiatement créer un petit peu des sortes de freins d'emblée, c'est-à-dire des espèces d'a priori où on va se dire, OK, comment est-ce que je vais aborder ce nouvel outil, en fait, comment est-ce que je vais l'appréhender. Donc, en gros, il y a une première partie où on doit peut-être reconstruire un petit peu la manière dont on va concevoir cette formation-là. Encore une fois, un temps du côté utilisateur final de qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que je vais avoir entre les mains, que du côté de l'administrateur qui va du coup avoir un outil et comment est-ce qu'on le façonne en fait de la manière comment on le façonne pour en faire ce qu'on a envie d'en faire. Donc ça, c'est un premier élément du coup d'accompagnement, mener un petit peu un projet d'un point A à un point B et bien embarquer tout le monde avec soi pour être sûr que les gens comprennent en fait un petit peu à la fois l'intérêt et en fait quels vont être les bénéfices qui vont cascader sur tout le monde derrière. Le deuxième élément, c'est un élément un peu plus technique, c'est-à-dire que chaque projet, encore une fois, a ses propres contraintes techniques. Chaque entreprise a ses environnements, ses systèmes informatiques qui lui sont propres et sur lesquels, en fait, il faut toujours un petit peu, enfin, quasiment toujours un petit peu travailler pour être sûr d'avoir un résultat qui convient exactement à ce qu'on attend. Dans le cas ici mentionné d'Areas, on avait un sujet qui était permettre à tout le monde de se connecter, bien sûr. Parce qu'en fait, on est sur des populations qui sont sur du terrain. C'est toujours une problématique qui existe hein, quand on est dans du retail, ou en tout cas voilà, avec des personnes qui sont bien occupées, bien chargées sur la journée, de savoir comment est-ce qu'on va les faire arriver à venir sur la plateforme. Et une problématique très simple à expliquer, un peu plus difficile à traiter, mais
va se poser sur donc, comment on va permettre aux gens de se connecter. Typiquement, on peut permettre à travers la plateforme d'avoir une délégation d'authentification pour mettre en place un portail de connexion qui reprend le portail de connexion existant dans l'entreprise. Si certains d'entre vous sont un petit peu tech, la partie SSO donc vous parlera. Et en fait, là, dans le cadre d'Areas, on avait 15% de la population qui était enregistrée dans le SSO. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les 85% restants? C'est-à-dire que techniquement parlant, il faut qu'on arrive à mettre en place le processus, le protocole qui permettra à tout le monde de rejoindre la plateforme. Donc, en l'occurrence, les 85% restants, on les embarque par la mise en place d'un autre mode de connexion, ici plutôt basé donc sur le SSO pour les populations qui l'ont. On ajoute avec ça la possibilité de se connecter avec un matricule et une possibilité d'avoir également des invités pour tout type de prestataires ou hors de l'entreprise qui pourraient vouloir venir s'intégrer aussi. Voilà, ça c'est typiquement le genre de contraintes qu'on peut rencontrer et qu'on a rencontré ici et qu'on a su surmonter quand même. Et on peut encore revenir sur un autre élément qui, cette fois, je pense, parlera à plusieurs d'entre vous parce que en fait, les cas similaires sont assez fréquents. C'est le fait d'avoir de la formation sur un smartphone personnel. C'est des sujets qui, généralement, vont faire lever le sourcil, on va dire, peut-être des partenaires sociaux ou, on va dire, des représentants du personnel. Donc là, on a aussi une problématique à traiter qui est comment communiquer sur ce sujet-là, comment faire comprendre et faire passer un message positif, faire véhiculer auprès de tous ces acteurs-là le message que la formation reste de la formation, que ça ne va pas nécessairement devenir une contrainte pour l'employé et qu'au contraire, il est parfaitement libre de faire comme il le veut. Donc, c'est le message ici qui a été passé, c'est de dire on incite, mais jamais on va forcer, jamais on va rendre quoi que ce soit obligatoire. L'idée, c'est de dire, en fait, vous avez un téléphone personnel sur lequel maintenant vous êtes libre de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avant sur ce biais-là. Et quand on sait aujourd'hui, on va dire, plus que de l'appétence, mais les habitudes, en fait, les pratiques de vie sur le téléphone mobile, on sait que c'est aussi un sujet qui s'ancre un petit peu dans l'actualité et quand on sait qu'on a des personnes qui vont faire des aller et venir, on a beaucoup de turnover comme on disait, donc chaque nouvelle personne, il faut aussi les mettre dans des conditions purement pratiques vis-à-vis de la formation et faire en sorte qu'ils puissent facilement accéder à tout ce qu'on veut leur pousser. Et donc là, l'idée, c'était de faire passer ce message que, encore une fois, voilà, on n'incite pas, on incite fortement, pardon, mais on ne force pas les utilisateurs donc, à utiliser leur téléphone mobile et donc à venir rejoindre leur formation. Voilà. Et donc, quand on rentre plus particulièrement dans le cadre de l'onboarding, pour revenir un petit peu sur le sujet qui est là, dans le cadre de l'onboarding, c'est d'autant plus important que l'apprenant ait facilement et rapidement accès à ces éléments de formation-là et qu'il puisse rentrer dans son programme le plus rapidement possible, d'autant plus qu'on est sur des populations qui sont directement sur le terrain, encore une fois, et qui n'ont pas forcément à avoir à disposition des salles avec du personnel particulier, dans des bureaux, peut-être un peu plus facile à mettre en place. Alors, quand on est sur le terrain, en fait, il faut se former rapidement sur le terrain, il faut être opérationnel rapidement sur le terrain, et il faut que l'onboarding puisse à la fois faciliter ça, mais aussi s'inscrire dedans. Voilà. Jean-Michel, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur Ouais, en fait, tu as dit Clément, plein de choses importantes. Déjà, l'authentification. Alors, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, c'est en 2018 que j'ai rencontré Biddies sur un salon. Alors, c'est pas Monsieur Biddies, hein. J'ai rencontré Julien Welvan sur un salon et voilà, on a pas mal discuté. Quelques mois après, on organisait la restauration du salon de l'automobile à Porte de Versailles. C'est un moment où on recrute pas loin de 400 vacataires sur une période de 15 jours, des gens qui ne connaissent pas l'entreprise, etc. Et tout de suite, l'équipe Biddies a su s'adapter justement à ce problème d'authentification où vous arriviez finalement avec la solution SSO. Et là, j'ai dit non, mais enfin, c'est juste pas possible. Et c'est vrai qu'il y a eu une très bonne adaptation pour pouvoir embarquer ces vacataires sur la solution. Une chose que tu as dit aussi qui est très importante, c'est pour la formation, lorsqu'on parle de formation asynchrone, c'est-à-dire du e-learning, parce que c'est quand même la solution qu'on utilise le plus souvent, nous, pour pouvoir transmettre les premiers messages pour que les gens puissent prendre leur poste avec de premières connaissances, ça nécessite du matériel. Or, peut-être que certains d'entre vous ont déjà travaillé sur des restaurants quand ils étaient étudiants, ou même toujours aujourd'hui, il y a peut-être des restaurateurs. On sait très bien que les arrières dans un restaurant, c'est quelque chose qui est assez réduit. Et lorsqu'il y a un ordinateur, bon, déjà c'est bien qu'il y en ait un, il y en a rarement deux.
Et lorsqu'il existe, il est utilisé pour les plannings, pour la gestion matières premières, pour les commandes, etc. Et finalement, très peu disponible pour les équipes et pour se former. C'est là où l'application et l'utilisation du smartphone personnel est une vraie solution pour nous. Parce que pour le coup, quasiment tout le monde aujourd'hui a un smartphone et est en capacité de télécharger cette solution. Et le troisième point sur lequel je vais rebondir, donc pour le rendre concret chez nous, c'est oui, c'est du matériel personnel. Une formation, elle doit se dérouler sur du temps de travail avec le matériel de l'entreprise, voire dans les locaux de l'entreprise. Et encore, bon, ça, on commence à trouver des solutions. Mais voilà comment ça doit se passer pour que formation soit reconnue en tant que formation. Donc, on a réussi à inciter, à avoir les discours, à avoir les mots, à créer de l'appétence pour découvrir la solution. On a mis aussi des challenges en place. Au salon de l'auto, en fait, pour embarquer un maximum de vacataires, on a fait gagner des stages de pilotage de voitures de course. Voilà. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et vite, on a un retour sur investissement qui est très intéressant, puisqu'on a un maximum de personnes formées et aussi à la vente. Du coup, ça rentabilise nos coffres à cadeaux. Et donc, vraiment, on était dans l'incitation. C'est vrai que c'est une solution qu'on n'a jamais imposée et on est toujours resté carré. Tu as parlé des représentants du personnel aujourd'hui. Chance à nous, hein. On a des représentants qui sont conscients de la solution qu'on a apportée, mais on a réussi à les convaincre et eux-mêmes portent la solution et la transmettent aux collaborateurs. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif qui s'est organisé autour de Play to Learn et de son lancement. Super, merci pour ces éléments de réponse. Et justement, on a une question de Anne qui demande si vous avez eu la problématique des collaborateurs qui avaient des téléphones ou des smartphones trop anciens pour supporter la solution. Alors oui, évidemment. Et puis on a aussi le collaborateur qui n'a pas forcément de smartphone, juste un téléphone. Et en fait, Bidis propose une version web. Donc, il est toujours possible de se connecter avec une tablette, avec un ordinateur sur la solution sur le web. Et l'identification se passe de la même manière. Donc, bon, ça concerne que quelques collaborateurs. Mais bon, à ce moment-là, on a trouvé des solutions pour eux et on a réussi à les caler sur, du coup, l'un de nos matériels pour qu'ils puissent réaliser leur capsule ou leur parcours de bienvenue. Pour compléter là-dessus, on a chez Bidis aussi une rétrocompatibilité qui est quand même assez importante, c'est-à-dire que les utilisateurs qui vont avoir des smartphones datant il y a encore 5-6 ans vont fonctionner sans problème sur la plateforme. Au-delà, pour le problème va se poser de manière plus générale, c'est-à-dire qu'au-delà de Bidis, au-delà de ce temps-là, les appareils fonctionnent aussi moins bien de manière générale, quel que soit l'outil utilisé. Donc, on a quand même essayé de faire en sorte que c'est une problématique qu'on connaît, hein, dont on est conscient. Effectivement, ça peut toujours arriver qu'on est sur des populations, soit sur des populations pour lesquelles, en fait, l'outil n'est pas des plus modernes, mais la rétrocompatibilité fait qu'on couvre quand même la plupart des situations. De mon expérience avec mes clients, j'ai jamais eu un seul cas en fait d'utilisateur qui ne pouvait pas utiliser la plateforme du fait de son smartphone. Ça ne m'est jamais arrivé encore en 3 ans ici chez Bidis. Donc, c'est peut-être pas une vérité générale, mais en tout cas, on peut tirer une tendance derrière. Super. Nous avons une deuxième question de Julie qui demande quelles sont les actions de pré-boarding pour créer un engagement et le sentiment d'appartenance avant l'entrée dans l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est assez pertinent aussi d'appuyer sur ce point de pré-boarding. Donc, je vous laisse tous les deux développer par rapport à cette question. Écoute, Jean-Michel, tu peux donner un petit cas concret de ce que tu as en place chez toi? Oui, tout à fait. Alors, comme j'ai dit dans la présentation, je coordonne différents outils digitaux autour de la formation. Donc, il y a bien sûr le travail qui est réalisé avec Bidis aujourd'hui et l'application Play to Learn. Mais on a aussi une LMS-TMS, une plateforme formation, qu'on a réussi à configurer pour que dès lors où le collaborateur… alors, juste une parenthèse, chaque nuit, on a mis en place, que ce soit avec Bidis ou donc on travaille avec Cifadis de l'autre côté,
un dépôt de fichiers sur leur serveur pour que les outils soient toujours à jour avec les collaborateurs de l'entreprise. Donc, dès qu'ils sont rentrés dans le système de Play qui est Playad, hop, ça génère des fichiers. Ces fichiers sont déposés sur les serveurs et donc tout est à jour. Donc, la personne est rentrée le lundi, le mardi, il apparaît dans les 2 outils. Et donc, avec Sifadis, il y a en fait une notification de première connexion qui est envoyée à chaque collaborateur. Et dans cette notification, on explique qu'il est le bienvenu, qu'on est heureux de l'accueillir, qu'il y a plein de choses qui vont se présenter à lui et on lui présente donc tous les outils à sa disposition, les méthodes pour se connecter. Donc, bien sûr, on parle de Play to Learn, on parle de Sifatis. On a aussi, pour les collaborateurs, agents de maîtrise et cadres, Cornerstone, qui est notre outil de développement des compétences. Voilà, on a cette notification qui arrive dans les boîtes mail de nos nouveaux collaborateurs qui les préparent à ce onboarding justement. Ok, super, merci. Et j'enchaîne avec une autre question, toujours sur le processus d'onboarding. Avez-vous un parcours d'onboarding à montrer avec les différentes notifications, rythme, quantité d'informations partagées, durée du processus? Donc là, aujourd'hui, on ne va pas vous montrer en tout cas le processus d'onboarding d'Areas et que Jean-Michel a mis en place, mais voilà, il peut vous expliquer les différentes étapes et combien de temps dure le parcours d'onboarding également. Alors, du coup, donc il y en a 2, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va peut-être plus s'intéresser à celui qu'on a développé sur Play to Learn, donc Bitiz. Donc, la personne arrive dans l'entreprise, reçoit cette notification, comme je vous l'ai expliqué. Aussi, la ligne managériale est bien au courant de tous ces outils qui existent et de ces parcours à intégrer dès l'arrivée du collaborateur. Et on a des petites affichettes avec des QR codes pour pouvoir faciliter le téléchargement sur iOS ou sur Android de l'application. Toujours les managers, nos directeurs de site savent accompagner. Donc, je pense qu'on va en parler aussi parce que c'est quand même un sujet très important, cette ligne managériale pour pouvoir développer nos outils. La personne, elle a, donc sur ce parcours Talent Faster sur Play to Learn, une petite quinzaine de capsules, il me semble que c'est 14, voilà. Donc, sur tous les sujets métiers, donc l'hygiène, la sécurité au travail, la sûreté aussi. Alors, quand on parle de sûreté, c'est tout ce qui est agressivité client, agressivité physique, préparation à des faits qui arrivent parfois. Encore à Gare du Nord, il y a quelques semaines, nos équipes ont été face à cette personne qui a voulu poignarder. Voilà, donc nous, en formation, on doit vraiment être très présent. Donc, l'onboarding, là aussi, est très important. Et bon, les sujets plus légers de vente, de connaissance de l'entreprise, etc. Donc, il y a 13 capsules sur des sujets avec des notions clés et une 14e qui est finalement une capsule de… alors, il y a des questions, mais c'est aussi un petit peu un sondage sur savoir comment s'est passée l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. Voilà, sur la rencontre avec les équipes, sa prise de poste, comment il s'est senti. Et on va même aller contrôler grâce à cette capsule, et d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle tout à l'heure, parce que ça correspond au parcours, c'est des petits quiz de validation des compétences qu'on va retrouver à la fin de chaque parcours. Et donc là aussi, on s'appuie sur Play to Learn. Donc, grosso modo, le parcours de onboarding pour le CDD, c'est 1 heure, on va dire 1h30, 1h45 sur Play to Learn. On compte 8 à 16 heures, c'est-à-dire, j'ai arrondi à 8, mais c'est 7, d'accompagnement sur le terrain, sur les premiers gestes métiers, etc. Donc voilà, on peut se dire qu'en 2 jours, une personne est embarquée et préparée à pouvoir s'intégrer à l'équipe et commencer à servir nos clients. J'espère que je réponds bien à la question. Oui, je pense que c'est assez clair et effectivement, le parcours d'onboarding doit permettre aux nouveaux arrivants d'être opérationnels le plus rapidement possible. Donc, effectivement, il faut que ce soit complet avec les notions essentielles pour son poste, mais également voilà, les valeurs de l'entreprise, bien véhiculer aussi la culture de l'entreprise. Ça, c'est hyper important
au moment de l'onboarding pour que justement le collaborateur se sente bien au sein de l'entreprise et ait envie de continuer à évoluer et de monter en compétences dans cette même entreprise. Donc, Pardon. mais je t'en prie. Non, je voulais rebondir sur un élément qu'a précisé Jean-Michel, qui est, je pense, de la plus haute importance, et je sais que ça l'est aussi pour le cas d'Arias, pardon, c'est effectivement la partie implication des strates et de la hiérarchie de l'entreprise, des lignes managériales, justement, pour venir en fait contribuer à cet effort-là. C'est un sujet qui peut parfois, ou en tout cas quelque chose qu'on peut constater, qui est pas forcément suffisamment soutenu en fait dans les projets d'onboarding, alors que c'est, je pense, peut-être l'un des éléments les plus importants. Savoir s'assurer en fait qu'à travers toutes les couches, donc, quelle que soit l'organisation, en l'occurrence chez RS, on est plutôt sur un système assez pyramidal, donc en fait s'assurer que chaque strate, l'une après l'autre, soit à la fois consciente du message à la véhiculer, plus le véhicule à la strate d'en dessous, et ainsi de suite, en fait, pour être sûr que, en fait, entre la tête du projet et la finalité des utilisateurs, tout le monde soit embarqué autour de la solution. Et en fait, les managers vont pouvoir faire rayonner un petit peu l'outil, faire simplement s'investir plus profondément tous les utilisateurs. Et donc, forcément, dans le cadre d'un onboarding, c'est extrêmement important que dès le départ, le manager soit au courant du message qu'il doit faire passer, de comment il doit le faire passer, à qui il doit le faire passer. Et en fait, immédiatement, le collaborateur, il est même nettement plus impliqué si dans la solution même, en fait, on le pousse et en fait, ça devient assez naturel pour lui au final. Jean-Michel, je sais que c'est un sujet important pour vous. Je voulais Oui, tout à fait. Je vais compléter en quelques mots. Ce onboarding, l'accueil de nos collaborateurs dans l'entreprise, la réduction du turnover et la qualité de service auprès de nos clients, c'est vraiment stratégique. Donc, ça veut dire même que, je vous ai dit tout à l'heure, on est 6-8 000, donc vous pouvez imaginer la structure de l'entreprise et la complexité de l'entreprise qui reste assez pyramidale dans son organisation. Donc, ça part du COMEX, hein, ça part de tout en haut. Notre directeur général, quand il s'agit de ce sujet-là, sait prendre la parole auprès de l'ensemble des managers de l'entreprise pour porter le sujet. Donc, et ça, c'est incontournable. On a testé, hein, on apprend en marchant, hein, les années précédentes, d'autres sujets de formation dans l'entreprise qui n'étaient pas forcément portés de cette manière-là comme on l'a fait cette année, avec des résultats qui restaient moyens. La ligne managériale, elle est super importante. Il faut vraiment aller trouver des partenaires et ceux-là en particulier pour pouvoir porter ce projet et qui redescendent jusqu'aux employés qui viennent d'arriver chez nous. Oui, effectivement, c'est un élément essentiel de la réussite du lancement du projet, parce que parfois on a de grandes ambitions, on a envie de révolutionner la formation, mais effectivement, si le lancement, le projet ne prend pas, c'est problématique. Donc, il y a également donc, du coup, cet aspect ligne managériale. Et qu'est-ce qui assure aussi un bon lancement côté projet? Qu'est-ce que toi, Clément, par exemple, tu recommandes à tes clients chez Bidis pour que le lancement soit une réussite finalement? Ouais, bon, effectivement, ce premier point, c'est effectivement l'aspect managérial. Moi, j'appelle ça développer un programme ambassadeur un petit peu, c'est-à-dire avoir trouvé des gens identifiés qui vont pouvoir faire le relais. Plus il y en a, mieux ce sera. Il y a un deuxième élément un peu plus global et en fait ça a été déjà presque dit en fait par Jean-Michel, mais il y a une énorme partie qui va être liée forcément à la communication qui va être mise en place autour de l'outil. Donc j'ai vu qu'il y a certains éléments qui sont montés dans les questions là-dessus. Il y a une question qui peut se poser de comment gérer la partie de pré-boarding, toute la phase avant que l'utilisateur arrive directement sur place dans l'entreprise. C'est des choses qui peuvent être adressées, donc on va avoir des exemples assez variés, mais donc bien communiquer sur l'outil en amont, éventuellement donner à disposition de l'apprenant des ressources sur l'outil avant même qu'il commence son contrat. Donc ça, c'est des choses qui sont parfois un petit peu, on va dire, c'est dans la théorie, c'est très sympa. En pratique, ça peut être un peu plus compliqué à faire en vérité, parce comme on disait tout à l'heure, hein, avec les partenaires sociaux, les responsables du personnel, c'est pas toujours des choses qui sont entendues, mais j'ai des exemples en tête qui le font, à proposer des contenus de préparation un petit peu, découverte de l'entreprise, découverte de la vie de l'entreprise, avant même l'arrivée et le début du jour J de l'apprenant. Donc voilà, un plan de communication qui s'étend. Le départ, en fait, c'est un petit peu vous qui allez jauger comment vous souhaitez le mettre en place, à quel moment vous pouvez le mettre en place, et en fait, qui va s'étendre après sur la durée du programme de formation, 4, 6, 8 semaines après l'arrivée du collaborateur. Donc voilà, pour moi, ce plan de communication est très important, savoir à quel moment on va lui partager quel type de ressources, lui faire comprendre en amont que l'application, la plateforme sera son principal allié dans son onboarding.
soit très rapidement conscient de ça, pour qu'ensuite ce soit tout à fait naturel pour lui en fait d'avoir ce réflexe de dire ok, je pense à mon onboarding, je pense à ma formation, je vais aller vérifier quoi, ma plateforme, qu'est-ce que j'ai à disposition, qu'est-ce qui est mis sous mes yeux. Donc voilà, toute cette partie-là, un petit peu de faire comprendre à l'apprenant. Et puis il y a toute une et c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Michel, une partie aussi qui peut être liée à cette communication, qui est une partie aussi d'animation, à savoir mettre en place des leviers qui vont faire en sorte que la plateforme prenne une valeur tout autre en fait pour l'apprenant, qui soit pas simplement on va dire dans une sorte de routine de formation qui l'intéresse pas particulièrement, mais vraiment qu'on lui apporte de la valeur particulière, que ce soit par le biais des contenus qu'on va diffuser, est-ce qu'on va diffuser des choses un petit peu plus larges que ce qu'on peut faire habituellement en formation. J'ai des exemples en tête de clients qui mettent en place en fait des espèces de petites ça s'appelle ça des sessions entre guillemets. En fait, c'est des rencontres vidéo virtuelles, mais avec les managers, avec des N+2, N+3, en fait, qui sont présentés, qui viennent présenter un petit peu l'entreprise, de ce qu'ils font très rapidement. Du coup, le collaborateur est un peu plus investi. Donc, on peut avoir des petites animations comme ça. On peut proposer aussi aux collaborateurs via la plateforme, faire des retours sur l'onboarding. Donc ça, Jean-Michel le mentionnait, via des capsules. On peut imaginer d'autres choses un peu plus sociales, avec des tips, avec des choses comme ça, pour que les gens donnent leur feedback aussi sur l'onboarding. Ça fait partie de l'animation qu'on peut mettre en place autour et qui peut avoir des retombées très vertueuses. Et des animations de type un challenge, on met en place un tournoi pour les nouveaux arrivants, des choses comme ça. Et c'est ce que Jean-Michel expliquait par rapport au salon automobile, le fait qu'on va mettre en place une animation particulière pour ce lancement-là et avoir une récompense à la clé. Bien sûr, utiliser avec parcimonie. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre en place des challenges avec des iPads à gagner toutes les semaines, mais l'idée, c'est quand même de dire que quand vous allez avoir ce petit truc en plus de la formation qui va faire sortir un petit peu l'apprenant, on va dire, des sentiers très balisés de ce qu'il a pu voir jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous le touchez un petit peu plus profondément, c'est un peu plus engageant pour lui et c'est aussi une manière de s'investir dans l'entreprise et de comprendre aussi que l'entreprise prend soin de soi et en fait, on soigne la manière dont on va vivre ses premiers jours, en fait. Voilà. En gros, mes quelques remarques sur ce sujet. Du coup, j'en profite aussi pour rebondir sur la question de Anne qui demande comment créer l'appétence pour le collaborateur, pour que le collaborateur utilise son téléphone perso et quel est le pourcentage de suivi des formations. Donc ça, c'est plutôt pour Jean-Michel. Mais donc, du coup, voilà, je pense que pour créer l'appétence, tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse, mais voilà, il y en a d'autres aussi. Apporter de la valeur, je pense que c'est important de connaître sa population aussi. On parlait de communication à l'instant. Quand je dis important de connaître sa population, c'est-à-dire que visiblement, je pense que la question est tournée de telle sorte que les populations de formation que vous avez sont peut-être pas très portées mobiles. Donc, c'est important d'être conscient déjà dès le départ et en fait de se dire en fait, d'où viennent les freins par rapport à ce mobile? Est-ce que c'est une question simplement d'habitude et du coup, les gens ne sont pas encore habitués à utiliser du smartphone dans la formation? Est-ce que c'est une habitude même très personnelle? Ce sont des gens qui n'utilisent pas trop le smartphone dans la vie de tous les jours. Et en fait, en fonction de cette observation-là, il va même falloir, ça va être nécessaire, en fait, d'adapter la communication qu'on va porter. Un exemple encore très concret qu'on a eu l'année dernière chez Bidis, on avait une population qui était pas du tout sur son smartphone de manière générale dans la vie et qui de deux n'avait jamais, ne serait-ce qu'envisagé d'avoir un smartphone sur le lieu de travail. On parle ici de chauffeurs routiers, donc forcément, ce sont des personnes qui sont beaucoup en déplacement. Donc, idem, on a des problématiques de formation on ne peut pas les réunir dans une salle, donc il faut aller les chercher sur des formations qui sont obligatoires, d'autant plus importantes maintenant avec toute la transition écologique qu'on connaît, donc les habitudes des routiers qui vont devoir changer aussi. Et en fait, il a été fait assez fort de la part de l'entreprise, effort de communication pour faire comprendre aux gens à travers des mots-clés, des images, en fait, des choses assez simples. Justement, quel est l'intérêt pour eux? Et l'intérêt pour eux, c'est la simplicité et on va dire la praticité d'accès à la formation, ce qui n'avait encore jamais eu jusqu'à présent. En fait, le message qui a été diffusé, c'est de dire, en fait, là, on vous donne la possibilité de vous dire, vous êtes sur une aire d'autoroute, faites une pause entre votre trajet, vous pouvez regarder rapidement un contenu de formation. En fait, ça vous évite d'avoir à revenir une fois par semaine au centre. Et en fait, voilà, il faut savoir trouver les mots justes, comment s'adresser à sa population, comprendre quels sont leurs freins à eux par rapport à cet usage-là. Et en fait, dans votre communication, venir contrer ces freins-là, contrer ces premières appréhensions, on va dire, pour rassurer tout le monde et les faire comprendre qu'en fait, c'est dans leur intérêt et que c'est avant tout la simplicité d'accès, de l'accessibilité, plus qu'autre chose. Voilà, c'était ma réponse sur le sujet. Jean-Michel, je te laisse compléter. Ouais, c'était très intéressant l'histoire des routiers. J'imagine bien la complexité du sujet. Je vais revenir sur le salon de l'automobile de manière très concrète pour faire adhérer nos équipes à la solution. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour les vacataires, ça a été mise en place de challenge, une grosse communication de la ligne managériale, etc. pour les équipes qui étaient sur le salon de l'auto. Mais
Voilà, alors aujourd'hui, c'est plus nous qui nous occupons de cette restauration-là, mais donc jusqu'en 2018, tous les 2 ans, c'était aussi un événement chez Areas qui allait rassembler toute la ligne managériale de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est le salon de l'auto, on s'y retrouve tous, les directeurs régionaux, les directeurs des opérations, d'autres directeurs de sites qui venaient de gares, d'aéroports, etc. Et c'est vraiment le moment où voilà, il y a une task force qui se met en place, on va filer un coup de main aux collègues, c'est un gros événement, etc. Et on a profité de ça pour montrer finalement ce qu'on avait mis en place en termes de formation et de manière très naturelle, voilà, les gens d'autres sites et nos directeurs des opérations, directeurs régionaux, ah putain, mais c'est génial ce que tu as mis en place. Et on a réussi à faire adhérer par une mise en place concrète et une observation de nos autres collègues, l'adhésion finalement à la solution. Et d'ailleurs, suite au salon de l'auto, donc c'était en octobre 2018, on a lancé donc de manière très officielle et dans toute l'entreprise Play to Learn. Et à cette occasion-là, quand on peut le faire, on a fait un kick-off, on a rassemblé, il y avait un peu plus de 300 personnes, hein, c'était tous nos directeurs de site de l'ensemble de la France. Et on s'est assuré qu'en arrivant au kick-off, c'était à Paris, chacun avait déjà téléchargé l'application et on a fait jouer des capsules pendant le kick-off. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à embarquer vraiment tout le monde. Ouais, hyper intéressant. Je pense que c'était un très bon cas pour nous aussi. C'était un de nos premiers clients finalement. Donc, on a pu mettre pas mal de choses en place avec Areas et les aider à tout simplement réussir le salon de l'automobile. Je profite pour poser la question au niveau du pourcentage de suivi des formations. Donc, toujours la même question de Anne par rapport à l'appétence pour les formations sur le smartphone perso. Est-ce que tu aurais quelques chiffres que tu pourrais divulguer par Bien sûr. rapport à ça? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a environ 1400 personnes de connectées à la solution. Alors, je vous ai parlé de 6 à 8 000 tout à l'heure parce qu'on a quand même énormément de passages de vacataires, de gens qui ne restent pas, qui sont remplacés, etc. Mais on a voilà, entre, on va dire, 1350 et 1600 comptes qui sont régulièrement actifs. Donc, ça veut dire quand même qu'on touche à peu près 25% de la population, peut-être 30%. Et sur ce type d'outils, je pense sincèrement qu'on est pas mal. D'autant plus que pour l'instant, on ne vise pas la totalité des collaborateurs de l'entreprise, mais vraiment nos employés, ceux qui sont… alors, c'est un peu l'image que j'ai, mais finalement, le plus loin de nous, qui sont vraiment sur chacun de nos points de vente, et c'est eux qu'on va aller chercher, c'est eux qu'on va aller viser. Donc, ça ne représente pas les 6 000 collaborateurs, ça représente moins. Donc, on est plutôt satisfait voilà, de ce taux de connexion. Il est d'autant plus important ces derniers mois avec la mise en place du parcours Talent Faster, donc ce parcours de onboarding pour les nouveaux collaborateurs en CDD. Et voilà, donc, en termes de chiffres, voilà ce que je peux vous donner. Et chaque jour, alors c'est selon l'activité qu'on va donner à Play to Learn, parce que vous avez aussi des possibilités de notification, d'informations directement sur le smartphone des collaborateurs. On va varier de 30 connexions à 200, 250 dans la journée. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Ce qui est plutôt très bien. Je vais juste compléter ça pour reboucler sur mon exemple des rôtis, juste pour finir là-dessus. Non, mais ils sont arrivés quand même, pour donner un petit peu l'idée du chemin parcouru, on est parti d'une situation où 3 mois après le lancement, on avait littéralement 4 personnes qui s'étaient connectées sur la plateforme. Avec ce changement de communication et cette nouvelle manière de préciser un petit peu les choses, on est arrivé aujourd'hui à plus de 90% de la population qui s'est connectée sur la plateforme et qui a fait des contenus dessus. Et en fait, l'autre élément qui est très important et à ne pas négliger là-dedans, c'est aussi la partie bouche à oreille. Le simple fait d'avoir des personnes qui, entre elles, vont aussi se relayer le mot, se dire, en fait, moi, j'ai commencé à utiliser ça et tu vas voir, c'est vachement plus pratique qu'avant. En fait, c'est beaucoup mieux. Il faut aussi encourager ce type d'interaction-là.
pourquoi pas essayer de trouver parmi vos collaborateurs un petit peu entre guillemets des champions, enfin des personnes que vous avez remarqué qui sont assez investies en fait assez rapidement sur la plateforme, parce qu'ils ont été bien abordés encore une fois, et qui vont après en fait par la suite venir pousser aussi la solution auprès de leurs collaborateurs, parce que leur voix a une force que vous n'aurez jamais en fait. C'est la voix de son père, son père à côté, hein, pas son parent. C'est la voix de la personne qui est à côté de soi en fait et qui a donc forcément une valeur assez énorme. À garder en tête aussi cette partie-là. Ouais, c'est très, très important d'identifier en fait des ambassadeurs, des champions et de pouvoir en fait capitaliser sur eux et de véhiculer ensuite les bonnes. Voilà, et après avec leurs mots, ils motivent leurs collègues, donc c'est hyper important. J'ai aussi une question par rapport donc on parlait là au taux de suivi des formations. Donc, par rapport au KPI, donc Jean-Michel, quel KPI tu utilises au quotidien pour monitorer en fait l'utilisation de Play to Learn et voilà, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce qui est intéressant pour toi de suivre? Alors, il y en a deux que je suis régulièrement. C'est, comme je l'ai dit il y a un instant, c'est le nombre de collaborateurs qui se connectent chaque jour. Parce que on prend la température, ça donne la tendance. Est-ce qu'il faut relancer un petit peu, voilà, remettre des contenus à la une, etc. Donc vraiment le nombre de connexions. Et puis aussi le temps que passe chaque collaborateur ou l'ensemble des collaborateurs sur la solution. Donc là, c'est vraiment deux KPI concernant la vie de la solution finalement. Et depuis quelques temps maintenant, bien évidemment, on le fait parce qu'on veut savoir où on en est sur la réalisation de ce fameux parcours Talent Faster et de ces 13 capsules où on arrive à faire ce comparatif entre les gens qui sont entrés en CDD chez nous et toujours en poste et la réalisation de leur parcours. Donc, on a des outils en place. Ce qui est aussi très pratique avec l'équipe Bidiz et Bidiz et aussi Sifadiz de l'autre côté, c'est qu'on a mis en place un pont entre les deux où toutes les réalisations qui se font sur Play to Learn remontent chaque nuit dans notre LMS TMS. Ça veut dire que sur un seul et unique outil, moi en tant qu'administrateur, je peux faire le point sur l'ensemble des parcours, qu'ils soient starter ou faster, sur les capsules, etc., sur le rapprochement avec nos effectifs en place. Et là, j'ai un outil qui est vraiment complet. Donc, encore merci à l'équipe Bidi, parce que là, on est vraiment bien en place. Et en plus de ça, la LMS permet aux directeurs de site de pouvoir accéder à des outils de requête et donc d'aller voir ce qu'ont réalisé leurs équipes sur le parcours Talent Faster et à eux de relancer la machine, de bloquer un peu de temps pour que les gens puissent faire leur formation, etc. Donc peu de KPI, finalement 3, mais par contre beaucoup d'actions derrière et pas mal de suivi derrière, de relance et tout sur cette ligne managériale sur laquelle on compte énormément. Super. Est-ce que toi, tu as d'autres KPI à ajouter, Clément, par rapport à d'autres projets, par exemple des choses qui peuvent être intéressantes pour nos participants? Dans le cadre d'un onboarding, on va généralement retrouver en fait des analyses assez similaires, à savoir, donc, comme l'a dit Jean-Michel, le taux de connexion, bien sûr. Ce qui peut être intéressant de regarder en allant un petit peu plus loin, c'est aussi sur les premières semaines, comparer ce taux de connexion au taux d'engagement et même au taux d'activité. Donc, je m'explique ce que je veux dire par là. Le taux de connexion, donc le nombre de personnes qui se connectent sur la plateforme. Le taux d'engagement, c'est le nombre de personnes en fait, qu'on va convertir, en fait, qui vont non seulement se connecter, mais en plus commencer du contenu. Et après, le taux d'activité, donc c'est le nombre de personnes qui vont revenir consommer du contenu. Donc, en fait en traçant cette petite ligne, on arrive à avoir ce suivi de dire combien de personnes se sont connectées, combien de personnes ont transformé l'essai et ont véritablement consommé du contenu. Et ensuite, en plus de ça, combien de personnes viennent revenir faire des contenus. Et en fait, en traçant cette ligne, on a du coup nos 3 indicateurs qui vont évoluer en fait de semaine en semaine. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir de plus de personnes possibles qui aillent jusqu'à la dernière zone d'analyse. Voilà. Et ce qu'on peut aussi regarder, ce qui peut être assez intéressant
pas forcément immédiatement la première semaine de l'onboarding, mais peut-être un petit peu plus tard dans le programme, c'est de regarder aussi un petit peu, en sortant du prisme utilisateur, mais de regarder quelles sont les capsules ou les modules de formation qui ont été les plus consommés, quels sont ceux qui ont été les mieux notés. Ça vous permet en fait d'avoir aussi un retour sur qu'est-ce qui est apprécié de la part de ces collaborateurs qui viennent d'arriver dans l'entreprise. Et vraisemblablement, la tendance pourra se dégager assez vite. Si vous avez des contenus qui sont très appréciés très rapidement par les collaborateurs, ça mérite aussi de se dire, OK, donc ça, c'est des contenus qui visiblement plaisent. Comment est-ce que je peux répliquer ça dans le reste de mes formations, que ce soit par la suite, du coup, maintenir ce lien-là, ou alors, au contraire, répliquer ça dans le reste de mon parcours d'onboarding pour être sûr qu'en fait, tout ce que je propose soit véritablement convienne parfaitement en fait, à ma population. Donc, ça, c'est des éléments. Et le dernier, c'est de voir, un petit peu comme je le disais précédemment, c'est aussi une KPI qui est parfois, à mon goût, un peu sous-estimée aussi, alors que je la trouve importante. C'est d'identifier ces champions, en fait, simplement. Les utilisateurs les plus actifs, quelles sont les personnes qui ont passé le plus de temps cette semaine sans même forcément qu'ils soient particulièrement incités, particulièrement relancés. Pourtant, ils ont passé du temps dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur plaît? Ça fait du feedback. C'est des gens qui vont généralement être assez volontaires, en fait, pour donner leur avis, pour discuter un petit peu. C'est des choses intéressantes à retirer. Et deuxièmement, c'est des personnes aussi qui peuvent, justement, encore une fois, apporter ce rayonnement à la plateforme autour d'eux, en discutant autour d'eux, parce que visiblement, ils sont assez convaincus par la solution. Voilà. À mon sens, les quelques éléments qu'on peut avoir aussi. Ouais, effectivement, c'est important aussi de bien, de bien remonter les bonnes métriques pour vous assurer que votre projet est une réussite et qu'il est utile pour vos collaborateurs et permet tout simplement de faciliter leur montée en compétences. On va passer maintenant sur le taux d'engagement, on va dire, de ces formations en onboarding. Jean-Michel, as-tu constaté un taux d'engagement plus élevé sur les formations Play to Learn depuis leur mise en place? Oui, bien évidemment, hein. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une stratégie d'entreprise pour nous de savoir accueillir et former immédiatement à l'arrivée du collaborateur sur site. On est sur une forte communication en ce moment, pas mal de réunions, de communication, de mise en place de challenges aussi, hein. Là, à Noël, c'est ce qui s'est passé. Et on a un engagement qui monte constamment. Là, très concrètement, on a actuellement à peu près 350 personnes donc en contrat à durée déterminée sur un job d'employé polyvalent de restauration chez nous. Donc, bon, là, c'est faible parce qu'on n'est pas en vacances. Voilà. Donc, répartis sur toute la France. On a, sur ces 350 personnes, à peu près 190 personnes qui se sont engagées sur le parcours. Donc, on est à plus de 50, on est à 60%, je pense, même un peu plus, d'une part. Et sur ces 180-90 personnes, on en a 110 qui l'ont finalisé. Donc, on est sur plus d'un tiers de nos collaborateurs concernés par ce parcours-là. Il y a un an, c'était absolument pas le cas. Donc, voilà, le choix de l'outil, de cet outil-là pour le onboarding a fait décoller l'engagement de nos collaborateurs. Et donc, aussi, parce qu'on parle beaucoup du parcours avec 13 capsules, mais on a à peu près une centaine de contenus sur la plateforme, hein. On n'a pas fait que ce parcours-là. Et finalement, ce qui se passe dans l'entreprise, c'est que, bon, les personnes, lorsqu'elles se connectent, elles voient qu'il y a d'autres choses, donc elles y vont par curiosité et commencent à se prendre au jeu. On a aussi des managers qui, durant des briefings, rappellent que dans Play to Learn, tel sujet qu'il est en train de traiter, il y a une capsule et que ce serait bien d'aller la jouer parce qu'ils vont apprendre plein de choses. Il y a un engagement aussi parce que c'est du gaming, il y a un avatar à faire progresser, etc. On sait qu'il y a des challenges qui sont régulièrement mis en œuvre. Donc, voilà, les gens veulent se mettre en bonne situation pour pouvoir gagner ces challenges. Juste pour revenir sur les challenges, tout à l'heure, on parlait des lots. Ils ne sont pas énormes chez nous, hein. On fait gagner 10 chèques cadeaux de 50 €. Ou 20. Donc, on est sur des enveloppes budgétaires de 500 € ou 1 000 €. C'est rien du tout par rapport au retour sur investissement. Enfin, ça veut dire qu'on va garder quelques personnes de plus parce que mieux accueillies. Ça veut dire qu'on va avoir des personnes qui vont être formées à la vente, donc ils vont nous vendre un peu plus de café, ils vont nous faire un peu plus de vente additionnelle. Donc, on est sur rien du tout. Et je peux vous assurer que
50 euros, ça intéresse vraiment les gens. On voit très bien justement au moment où on regarde nos KPI de connexion. Ah oui, le challenge, il porte ses fruits. Voilà, donc oui, une belle amélioration de l'engagement de nos collaborateurs sur la solution. Je vois que ça répond plus ou moins. C'est des éléments de réponse. Il y a une question d'Aurélie sur le fait d'engager des collaborateurs dans un secteur santé où c'est difficile. Bon, bien sûr, tous les secteurs ne sont pas égaux là-dessus. Il y a des cas dans lesquels c'est plus dur d'aller chercher les gens. Jean-Michel vient de donner un élément de réponse qui est très important ici, à savoir du coup aller chercher des leviers d'engagement supplémentaires sur la plateforme. Il y a aussi une partie qui nécessite peut-être un diagnostic un peu plus approfondi, c'est à propos. Mais encore une fois, savoir quels sont les freins justement pourquoi les collaborateurs estiment que la priorité, c'est le patient, c'est bien normal, la formation ne vient pas dedans. Mais néanmoins, la formation, ça reste quand même quelque chose de nécessaire chez eux. J'imagine que tout aussi qualifié qu'il soit, le système de la santé évolue assez constamment. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir des nouvelles choses à connaître, des mises à jour, des informations sur lesquelles ils doivent se baser. La clé, en fait, c'est de venir faire comprendre aux utilisateurs, dès leur onboarding, que en fait, la plateforme qu'ils vont utiliser, c'est pas seulement de la formation, en fait, c'est vraiment une base de connaissances très profonde sur laquelle ils auront énormément de choses à aller chercher. On est arrivé sur certains points ou sur certains clients où euh, le salarié qui est sur le terrain, qui est en situation, je sais pas, de vente ou quoi que ce soit, a un doute, se dit, en fait, je vais aller vérifier dans la plateforme, voir ce que c'est, voir où est l'information. Parce qu'en fait, elle est accessible très rapidement. C'est aussi l'un des intérêts de Bidis, pour le coup, pour en parler un petit peu, c'est que tout est très accessible. Oh là, pardon. Tout est très facilement accessible. C'est-à-dire qu'on va rapidement retrouver l'information, il suffit de quelques secondes pour aller chercher un point spécifique. Ça peut être présenté aussi de la sorte. Ça peut être dire, vous avez un doute, allez consulter, vous avez très rapidement toutes les informations qui sont à votre disposition. En fait, c'est augmenter la valeur perçue par la population de la plateforme. Et pour ça, donc, on a la partie challenge, engagement, comme l'expliquait Jean-Michel. Et après, il y a des choses que vous saurez mieux que nous comment faire, mais identifier ces petits points sur lesquels il y a peut-être des choses qui manquent, qui ne sont pas très accessibles, pas très pratiques pour les utilisateurs, et leur dire, tiens, allez regarder dans la plateforme, en fait, ça, c'est à votre disposition et c'est hyper facile d'y aller. Ça peut être un élément de réponse. Maintenant, c'est dur de répondre complètement à cette question-là, parce qu'il faudra un petit peu plus de contexte, mais c'est des choses que vous pouvez explorer. Voilà. Merci Clément du coup, pour cet élément de réponse. Et du coup, je vais passer à la dernière question avant de répondre aux questions des participants. Quels sont les projets futurs pour Areas après la mise en place d'un processus d'onboarding qui fonctionne bien? Quelles sont les prochaines étapes pour Areas? Alors, on a deux enjeux qui arrivent. Le premier, c'est sur la production de contenu. Alors, on a un outil auteur avec la solution Bidis qui est vraiment super agréable. Il est très facile de pouvoir construire des contenus. Mais aujourd'hui, je ne vous le cache pas, je suis le seul dans l'entreprise. Alors, nous étions deux, je m'appuyais sur une collaboratrice au moment du salon de l'auto, justement, pour créer les premiers contenus. Et c'est vrai que je suis seul sur le sujet. Et j'envisage de pouvoir partager cette expertise avec les différentes personnes dans les différents services supports, que ce soit marketing, que ce soit l'hygiène, que ce soit la sécurité au travail, que ce soit, enfin voilà, dans tous les domaines qui font les compétences de notre entreprise, pour que eux puissent aller créer du contenu sur Bidis, sur Play to Learn, et qu'on puisse avoir plus de choses à partager avec nos collaborateurs, peut-être même en forme d'actualité. Tout à l'heure, Clément, tu as touché ça, ce sujet vite fait, c'est que oui, c'est un outil de formation, mais c'est un bel outil d'information aussi, parce que Bidis nous permet de pouvoir créer du contenu et de le diffuser immédiatement avec une notification en plus de ça. Donc, par exemple, cet après-midi, moi, il se passe un truc dingue. Le Covid, par exemple, il y a quelques temps maintenant, où le directeur santé-sécurité de l'entreprise est venu me voir en disant comment on peut diffuser rapidement des premières informations sur les gestes à adopter, sur les consignes à passer, etc. Et on s'est appuyé sur Bidis. C'était la solution immédiate pour pouvoir transmettre des sujets. Donc, moi, l'enjeu là, c'est de pouvoir développer cette compétence de
pouvoir faire du contenu et de pouvoir le diffuser et rendre la solution encore plus vivante. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième projet, c'est que, alors ça vient d'être mis en place aussi avec Clément, merci Clément, sur Bidiz, c'est qu'en back-office, on a la possibilité de faire des groupes dynamiques selon des catégories de collaborateurs. Alors, on peut penser aux cadres, aux agents de maîtrise, aux employés. Peut-être que les contenus sont différents. On travaille aussi pour des marques de restauration, Starbucks, Paul, McDo. Enfin, c'est pas qu'on travaille pour, c'est qu'on travaille avec eux. Hein. On exploite leurs marques sur nos différents sites. Et de pouvoir identifier justement tous ces collaborateurs selon les marques sur lesquelles ils travaillent, selon les emplois qu'ils ont, selon les sites aussi. Là, en ce moment, avec Center Park, on essaye de faire un parcours de onboarding pour les salariés de Center Park, c'est-à-dire qu'on va intégrer l'esprit Center Park dans le onboarding du collaborateur. Et ça, c'est des choses qu'on envisage sérieusement sur ces prochains mois. Donc, développer du contenu avec d'autres experts de l'entreprise et pouvoir aller cibler plus précisément nos collaborateurs sur le onboarding selon l'endroit où ils travaillent, leur statut, le site, la marque, etc. Super, merci beaucoup pour cet élément de réponse. Je pense que voilà, vous avez une vue globale du projet chez Areas et de ce qui a été mis en place et les prochaines étapes pour aller encore plus loin. Maintenant, je vais prendre les quelques minutes qui restent pour poser les questions que vous nous avez posées. Donc, pourquoi ne pas avoir créé votre parcours dans votre LMS Cifadis et utiliser en plus Bidiz? Excellente question. Bidiz, c'est fun. Alors, je ne dis pas que la LMS, elle n'est pas fun. Je suis très satisfait de la LMS Cifadis. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté gaming, application et accessibilité qui était c'était vraiment très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on a porté notre choix sur cette solution-là. Et si on doit parler d'un point de vue financier, finalement, c'est un peu plus cher, mais ce n'est pas beaucoup plus cher. Puisque vous savez que les LMS aujourd'hui, c'est des solutions à tiroir. C'est bon, vous prenez le pack de base et puis pour aller au pack de luxe, vous allongez à chaque fois. Donc là, bon, en l'occurrence, pas de grosse différence financière entre les deux. Non, on a vraiment été charmé par l'outil et c'est vrai que la LMS est quelque chose de plus peut-être de plus sérieux. Il n'y avait pas ce côté gaming, il n'y avait pas cette facilité avec l'outil auteur, il n'y avait pas cette facilité de diffusion de contenu. Il y avait, mais ce n'était pas à la hauteur de ce que proposait Bidiz à l'époque. Super, merci. Et puis, les deux se connectent, donc il n'y a plus de soucis. Ça, c'est un gros plus. Deuxième question, les collaborateurs vont-ils sur des sujets qui ne sont pas directement en lien avec leur poste? Donc, est-ce qu'ils vont consulter d'autres supports de formation? Oui, alors ça, c'est une super question parce que chez Areas, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est aujourd'hui tous nos contenus asynchrones, c'est-à-dire e-learning et Play to Learn Bidiz, sont accessibles à tous, pour tous. Si on a un employé polyvalent de restauration, un économe qui veut faire un contenu sur le développement personnel ou sur le management, il n'y a pas de problème, il peut y aller. À l'inverse, quelqu'un qui est sur un service support et à la comptabilité et qui se pose des questions sur mais finalement, quelles sont les contraintes d'un collaborateur sur le terrain en termes d'hygiène, il peut aller voir les contenus. Tout est ouvert à tout le monde. Sur Play to Learn, pas de souci. Et sur la plateforme, pour aller plus loin, tous nos e-learning sont en libre service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin de validation, etc. Les gens viennent jouer leur e-learning quand ils en ont envie et par curiosité, par obligation parfois. Et voilà. Donc, tout est ouvert à tout le monde. Super. Et j'en profite pour poser une dernière question. Donc, tu parlais de e-learning. Est-ce que vous avez aussi gardé des formations en présentiel chez Areas ou tout est passé en format digital, formation digitale? Non, on a bien sûr des formations en présentiel. Il y a des sujets qui nécessitent le présentiel. Avec la crise du Covid, on a quand même passé beaucoup de choses en classe virtuelle. Mais alors, alors, j'allais dire du 80-20. Non, je sais même. Enfin, d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Mais il y a
le e-learning, play to learn, les classes virtuelles, le présentiel et puis les parcours au long cours, voilà, avec du blended. Tout est à part égale finalement en termes de communication, en termes d'utilisation dans l'entreprise. On fait à peu près entre 2 et 3 000 formations en classe virtuelle ou en présentiel. Chaque année, chez nous, une formation incendie pour l'utilisation d'un extincteur. Bon, là, Play to Learn a un peu ses limites. D'éteindre un feu avec un téléphone, ça ne le fait pas. Et puis, on a d'autres sujets comme ça où, évidemment, ça a toujours été une complémentarité, que ce soit le e-learning ou Play to Learn. En fait, en fin de compte, tous les sujets qui sont traités via la formation asynchrone sont traités en synchrone. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Michel, d'être venu aujourd'hui pour témoigner de ton utilisation de Bidyees et de ce que tu as fait. Moi, je pense que c'est remarquable, surtout sachant que tu es seul aujourd'hui à créer ces contenus de formation et à les déployer auprès de tous les collaborateurs. Donc, encore félicitations. Je pense que c'est vraiment un très bon cas d'usage. Et pour tous ceux qui sont dans la même situation, qui sont en manque de ressources internes pour la création de contenu, voilà, ça peut vous montrer aussi qu'avec une plateforme simple et facile d'utilisation, vous pourrez également mettre en place de beaux parcours de formation. Donc voilà, merci à tous les deux. Pour les participants qui auraient encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit Clément, soit moi, ou voilà, pour vous mettre en relation avec Jean-Michel si vous avez besoin de plus de détails et de concrets. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à nous contacter par email, sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci tout le monde. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.